Déjà, et en France en particulier, vous le savez, on va continuer à s'auto-flageller, mais mettre beaucoup de temps à démarrer. Et il faut savoir que, par exemple, dans les années 80, l'ambulatoire était même interdit. On était tenu de garder les patients. Il faut attendre 94 pour avoir le premier décret. Et le premier décret envisageait l'ambulatoire comme une alternative à l'hospitalisation. Le principe, donc, je ne vais pas aller plus loin en ce qui concerne l'histoire, maintenant on le sait, les choses ont évolué. Peut-être maintenant, comme toujours, le balancier repart de l'autre côté avec une volonté d'avancer très très vite, mais peut-être on en discutera parfois un peu trop vite. Donc le principe, c'est un concept organisationnel, centré sur le patient, pour lequel on a des recommandations des sociétés savantes et de la HAS, qui implique tous les intervenants, donc médicaux, paramédicaux et administratifs. Et l'idée de base, c'est que le temps de présence dans l'établissement est réduit au strict temps nécessaire et utile à la prise en charge du patient. Il y a 6 sigma, peu importe, qui permettent d'avoir une réflexion sur, effectivement, essayer d'éviter tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, ou tout ce qui peut construire une perte de temps, encore une fois, sans valeur ajoutée. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'ambulatoire? En fait, l'ambulatoire, c'est 12 heures. Alors, pourquoi 12? Probablement parce que c'est la moitié de 24. Pourquoi ça ne serait pas 11? Pourquoi ça ne serait pas 14? Donc, on est sur une définition qui est essentiellement administrative, mais qui, en fait, sur le plan médical, n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors, l'ARAC, c'est complètement un historique complètement différent. Ça s'est développé dans le nord de l'Europe, dans les années 90, grâce à cet homme qui est un chirurgien. Voilà, pourquoi je plaisante. On va être du bon côté du champ. C'est ça. Voilà. Mais d'ailleurs, il le dit lui-même, qu'il a eu plus d'écoute au début, en tout cas, auprès des chirurgiens, auprès des anesthésistes qu'auprès des chirurgiens. Bref. Henrik Kellet, je ne vais pas le représenter, mais l'idée était d'améliorer la qualité des soins. On n'était pas là dans une approche économique au départ, mais dans une idée effectivement d'amélioration de la prise en charge et de la qualité. Et le principe, c'est un concept multimodal, centré sur le patient. Il y a des recommandations des sociétés savantes, de la HAS, avec une approche périopératoire, à la fois une composante organisationnelle, et à la fois une composante médicale, avec effectivement l'utilisation au mieux de toutes les données d'évidence base medicine qui ont été validées. Ça ressemble sur l'ensemble des intervenants. Bon, ça a d'abord été développé en chirurgie digestive, mais rapidement dans d'autres types de chirurgie. Donc la question qu'on peut se poser là, c'est quelle est la pertinence de cette distinction qu'on va faire entre ambulatoire et RAC, en tout cas hospitalisation, en essayant d'améliorer la qualité des soins, puisque vous avez vu, finalement, quand on reprend les bases de ces deux principes, ils reposent à peu près, ou quasiment, sur les mêmes concepts ou les mêmes notions. Et de ce concept un peu dichotomique, je pense qu'il est indispensable d'évoluer, les fusionner, pour arriver au concept d'optimisation des parcours patients. Parce que c'est quelque chose qui est probablement beaucoup plus pertinent et qui va faire qu'on aura une approche continue de la cataracte jusqu'à la colectomie, toujours avec le même raisonnement, faire en sorte que le patient reste le temps strictement utile et nécessaire à sa prise en charge. Et on va définir et créer ce qu'on appelle des chemins cliniques. Là, je vous en ai mis deux en orthopédie. Là, c'est une arthroscopie de genou, avec les différentes étapes, en préopératoire, toute la partie organisationnelle d'accueil du patient, le péropératoire, avec des adaptations de l'anesthésie et de la chirurgie, et le post-opératoire, avec mise en place d'analgésie multimodale, prise en charge de suivi du patient au domicile, avec des appels à J1, mais ça peut être extrêmement plus long. Puis avec ça, on arrive à avoir des durées d'hospitalisation qui descendent à 3-4 heures. Alors, 3-4 heures, 6 patients restés 8 heures, on parlerait quand même d'ambulatoire. Mais on peut considérer qu'effectivement, l'optimisation, ça ne sera pas 8 heures pour ce type d'intervention, pareil pour la cataracte, mais ça sera autour de 3-4 heures. Et il va falloir, dans ce cas-là, combiner à la fois une approche organisationnelle, issue, je dirais, de l'ambulatoire, d'une approche réellement médicale, d'optimisation des pratiques que l'on peut considérer issues de la RAC, ou de la récupération rapide. Et pour poursuivre le raisonnement, vous avez ici une arthroplastie de genoux en l'occurrence, vous voyez, donc il y a les mêmes étapes, préopératoire, péropératoire, post-opératoire. Là, je vous ai mis le rôle, ça s'est un peu décalé, désolé, des différents intervenants, chirurgiens, anesthésistes, paramédicales, pour effectivement optimiser au mieux ce circuit qui va permettre
à partir de ce type de réflexion, en remettant tout le monde autour de la table, de passer à moins de 3 jours de durée d'hospitalisation. Les derniers chiffres de la HAS concernant de 2017 sur les DMS en ce qui concerne les prothèses de genoux, c'est encore entre 5 et 6 jours. Et 1% d'ambulatoire. Vous voyez qu'avec un minimum d'organisation, on peut descendre à moins de 3 jours, et puis on poursuit le raisonnement, on avance, et on descend à 24-48 heures, et puis on peut continuer à pousser, et effectivement arriver, pour certains centres qui vous a été dit ce matin, entre 10 et 11 heures, c'est-à-dire à passer à l'ambulatoire pour certains pourcentages de patients. Donc on comprend bien avec ces deux circuits qu'on est bien au-delà du concept de l'ambulatoire qu'on nous a vendu, qu'on voulait nous vendre il y a quelques années, avec un secteur d'ambulatoire d'un côté et puis le secteur d'hospitalisation de l'autre. Maintenant, il va falloir repenser complètement nos établissements avec des circuits. On comprend bien que le circuit d'une prothèse de genou, même si elle sort à J0, ça ne peut pas être le même que celui d'une cataracte. Donc il va falloir définir des circuits, et pas forcément par le secteur d'ambulatoire. Et on avait eu, avec Gilles Bontemps, quand on avait mis en place un certain nombre de recommandations avec la NAP et la HAS, on parlait de l'ambuforain. Et c'était l'antéchrist, quand on disait ambuforain, j'aurais expliqué, mais de quoi on se mêle, quoi. Si des équipes peuvent s'organiser, on peut tout à fait avoir des circuits d'ambulatoire fast-track d'un côté, ou des circuits ambulatoires qui vont récupérer une partie de l'hospitalisation. Donc il y a une vraie démarche à avoir. Alors, quels sont les intérêts? Les intérêts, vous le savez, j'ai passé très vite, j'ai qu'une seule diapositive. Intérêt pour le patient, ça c'est indéniable, notamment pour la chirurgie digestive, on sait qu'on diminue, pas forcément avec l'ambulatoire, mais avec l'optimisation du parcours, on diminue bien sûr les durées d'hospitalisation, mais on diminue les complications, et on les diminue d'autant plus que ce sont des patients âgés, fragiles, avec des comorbidités. Intérêt pour les équipes, on l'a évoqué ce matin, on en reparlera, mais là c'est fondamental, on met tout le monde autour de la table, et ça c'est vraiment important. Intérêt pour les établissements, et intérêt pour la collectivité. Alors j'ai repris juste ce tableau que j'ai piqué à Frédéric Bizarre qui va parler après moi pour vous montrer l'impact financier. Ils ont fait une étude à partir de 14 actes sur les bénéfices financiers que de l'ambulatoire. On n'est pas dans la RAC, on est vraiment dans la spécificité de l'ambulatoire, avec sur un certain nombre d'actes qui pouvaient passer à un pourcentage élevé en ambulatoire. Vous voyez que les plus gros gagnants de ça, ce sont les établissements. Un petit peu l'assurance maladie, encore pas mal l'assurance maladie, et les patients un petit peu, pas beaucoup. Mais vous voyez qui c'est qui manque dans ce tableau-là? Nous. Exactement. On n'est pas là, alors que c'est nous qui sommes. Alors, il y a monsieur Larmine qui est là, lui dire, je ne sais pas si monsieur Rebelle est là, je n'ai pas encore rêvé malheureusement, mais ça ne va pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ouais, ça sera une discussion. Il faut que ça soit win pour tout le monde, c'est clair. Et je pense que pour l'instant, mais c'est pas de votre frère, M. Larmine, mais encore une fois, c'est plein de chiffres. Non, de coûts. Non, de coûts. On va en discuter après. Non, c'est ce que tu dépenses qui baisse. C'est les charges. Ouais, tu dépenses moins. On en discutera parce qu'on est au cœur de la question. Alors, l'ambulatoire, c'est bien, c'est vrai. Mais, il y a un mais, bien sûr. Et là, je vous ai repris cette étude, qui est une étude d'une grosse assurance américaine, qui travaille dans plusieurs pays, et qui a regardé la mortalité, la morbidité associée aux prothèses de genoux réalisées en ambulatoire. Et qu'est-ce qu'ils sont aperçus, qu'est-ce qu'ils montrent? Eh bien, dans le groupe ambulatoire, il y a plus de complications, plus d'infections, plus d'accidents thromboemboliques, et plus de raideur chez les patients. Vous me dites, mais c'est complètement contradictoire. Est-ce que vous voulez dire? Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut oublier les termes d'ambulatoire et de RAC et de raisonner en optimisation du parcours. Le but, parce que encore une fois, la DMS, c'est un marqueur, c'est pas un objectif. Ce n'est que le résultat de la démarche qui va permettre d'aboutir à un moment où on va, chez certains patients, aboutir. Mais quand on voit, et certains de mes collègues chirurgiens, on a bien vu, ça devient presque un concours de quéquette, leur pourcentage d'ambulatoire. Vous savez, chez les quelques établissements dont on parlait Gilles, qui sont à 60%, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le but, c'est d'optimiser le parcours avec nos moyens, avec les patients qu'on a, avec les chirurgiens, avec l'équipe d'anesthésie, avec l'établissement, sa structure simplement, comment on va l'organiser. Et de là, effectivement, il va falloir faire évoluer nos établissements. De ces gros bousins énormes que j'ai représentés à gauche, avec le secteur chirurgie 1, le secteur chirurgie 2, le secteur ambulatoire, une petite unité de soins continus, la médecine, il va falloir évoluer vers une nouvelle organisation, qu'on ne va pas détailler, ça sera un topo à part entière là-dessus, avec des secteurs d'hospitalisation courte,
avec des parcours patients adaptés en fonction de la longueur et de la durée prévisible de l'hospitalisation. On va forcément réduire, mais ça on le voit déjà, le nombre de lits d'hospitalisation. Et ça c'est une politique que Capio a commencé déjà depuis un certain temps. Après de ces lits qu'on a libérés, c'est la question qu'on évoquait, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des établissements qui ont carrément fermé des ailes. Nous, par exemple, on a profité pour recruter dans notre établissement en 2018 8 nouveaux chirurgiens. Et donc quasiment à volume constant en termes de personnel et d'équipement. Si on a vendu le bloc, parce qu'il faut un gros bloc opératoire, ça c'est clair, c'est le cœur même du métier. Et puis il faudra un secteur d'unité de soins continus. Il faut qu'on ait des secteurs d'unité de soins continus parce qu'on va avoir des patients de plus en plus âgés, de plus en plus fragiles, et ceux-là, il faut bien les prendre en charge. Alors la place de l'anesthésiste, elle n'a pas de spécificité, je fais juste une diapositive là-dessus, il y a juste deux notions. La première, c'est celle qui tient cher à Karen Slim, c'est le passage de la notion d'équipe d'experts à équipe experte. Et là, il y a un très bon exemple que j'aime bien prendre, alors je ne suis pas du tout fouteux, c'était l'équipe de France de 98 avec un certain Aimé Jacquet. Il n'avait pas forcément pris tous les meilleurs joueurs. Il n'a notamment pas pris un, comment il s'appelait Cantona et Ginola. Il n'y en a pas pris deux. Mais qui était un mec complètement ingérable dans une équipe, et c'est comme ça qu'il a pu construire son équipe experte, à partir d'experts bien sûr, mais surtout construire une équipe experte. Et là c'est important cette notion, il faut que chacun soit dans son rôle. C'est-à-dire le chirurgien, l'anesthésiste, on s'occupe de la douleur, on s'occupe de la prévention, etc., toute la partie médicale. Et d'ailleurs, depuis cette année, il faut savoir qu'à anesthésie-réanimation, on nous a accordé l'intitulé de médecine périopératoire. Et là, c'est un message que la SFAR fait passer depuis pas mal de temps. Il faut que les anesthésistes sortent du bloc et s'occupent de la médecine périopératoire. C'est une notion qui est importante. On leur dit, hein. Mais on leur dit, je peux vous dire qu'on a eu un topo il n'y a pas longtemps, fait pour les jeunes, par les jeunes, et il y a eu un topo là-dessus qu'il a très bien dit en termes largement aussi clairs que les miens. Alors, l'optimisation du parcours, déjà, ça je vous ai mis cette courbe pour illustrer, vous savez qu'on est censé être en 2020 à 70% d'ambulatoire. Est-ce que c'est une question que posait l'AFCA, l'Association française de chirurgie ambulatoire? Est-ce que c'est réaliste de passer à 70%? Bien sûr, et je pense que c'est réaliste, il n'y a pas de problème, à condition d'avoir cette approche d'optimisation. C'est-à-dire qu'à peu près tout ce qu'on pouvait faire en termes d'ambulatoire, facile entre guillemets, c'est-à-dire les fast-track, les cataractes, la chirurgie de la main, la varice, etc., il n'y aura pas beaucoup de progression. Si on doit faire progresser l'ambulatoire, c'est pas l'intermédiaire de cette approche de récupération rapide qu'on va le faire. Et ça, d'ailleurs, les tutelles l'ont bien compris, puisque je vous ai mis, ça s'est paru au journal officiel en 2015, la réhabilitation améliorée en chirurgie, une nouvelle approche dans l'organisation des soins chirurgicaux, nature à accélérer le virage ambulatoire. Donc, il est vraiment fondamental d'avoir cette approche tout à fait globale. Donc, RAC plus ambulatoire, avec optimisation des parcours patients. Dans tous les cas, le patient doit être au centre de la procédure. Ça, il doit rester le temps strictement utile et nécessaire. Et cette petite phrase qui avait été mise dans les recommandations de la SFAR, elle est extrêmement pertinente. Tout est là. S'il ne s'agit pas de le faire virer tôt, il ne s'agit pas qu'il reste trop longtemps, il faut qu'il reste le temps utile et nécessaire. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Et on doit remettre tout le monde autour de la table, combiner cette approche organisationnelle, et là avec chirurgien, anesthésiste, paramédical, administration. Et là, c'est vrai que l'ambulatoire nous a appris ça, nous a appris à gérer l'organisation, une réflexion médicale, et là c'est l'apport de la RAC, c'est-à-dire l'utilisation de l'évidence pessimistique, des recommandations, de l'analyse de la littérature, qui évolue continuellement. Les items de RAC actuellement, dans 5 ans, il y en a la moitié qui seront caduques. Il faut le savoir. Parce qu'on aura d'autres choses qui vont arriver derrière. Et puis, avec tout ça, on met en place des chemins cliniques personnalisés. C'est-à-dire que le chemin chez moi ne va pas forcément être le même qu'à Dijon, à Paris, ou dans un CHU, ou dans un centre, parce que ça dépend, encore une fois, des patients qu'on va avoir, des structures que l'on a, et on va adapter ces circuits progressivement pour avoir des circuits qui vont être ultra courts, de 1 heure jusqu'à peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours. Quand vous avez une colectomie chez un patient fragile qui reste hospitalisé 10 jours, avec ce type d'approche, on le ramène à 5 jours. C'est pas l'ambulatoire, mais c'est un problème énorme, et c'est vraiment très important. Et l'ambu, finalement, n'est que l'aboutissement. Le gros truc, c'est
on optimise nos parcours, et puis progressivement, il y en a un certain pourcentage qui va passer en ambulatoire. Voilà, j'en ai terminé, et si vous avez des questions.